Avant d'aimer les réseaux sociaux, moi j'aime les humains. Au lieu d'attendre qu'on m'invite, j'ai inversé le rapport de force, moi j'ai invité les autres. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont un peu craqué le game sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui collaborent. Commencez dans le format dans lequel vous êtes meilleur. Mon invité du jour est diplômée de la Sorbonne et du CELSA. Après une expérience de community manager junior chez Buzzman, elle se spécialise dans le digital et notamment le marketing et l'influence. Elle a monté plusieurs boîtes, notamment Richmaker et Reefer. Elle partage son quotidien sur les réseaux où elle cumule plus de 200 000 followers. Elle a aussi un podcast, Marketing Square, devenu une vraie référence pour les aficionados du marketing. Vous aurez reconnu mon invité du jour. Si vous traînez sur LinkedIn à longueur de journée, vous la connaissez forcément. C'est Caroline Mignot. Salut Caroline. Salut Christopher. Ah là là, mais cette intro, je me sens tellement mauvaise élève sur Marketing Square. Je fais que des intros éclatées. Bah là, on sent les racines BFM chez toi. Tu m'as fait une super intro. Si on fait le lien quand même avec cette présentation, tu as bossé chez Buzzman, c'était cool. C'était trop bien. À l'époque, c'était une petite agence. Il y avait 37 mecs et 2 nanas. C'était les débuts de Buzzman. C'était rigolo. J'avais 20 ans, un truc comme ça. C'était un stage, j'étais à la fac et j'avais harcelé Nicolas Mirguet, mon maître de stage sur Twitter, et il m'a dit franchement, t'étais pas la meilleure, mais t'étais tellement motivée. Et du coup, voilà, j'étais à la Sorbonne Nouvelle à l'époque et de base, je voulais faire un doc de littérature et je me suis retrouvée chez Buzzman parce que j'avais adoré leur campagne de pub Tipex. C'était avec l'ours, non? Ouais, exactement. Ouais. Première campagne un peu interactive et tu vois déjà, j'aimais bien les belles campagnes. C'était une des premières pubs interactives où en fait, c'était la pub dont tu es le héros et tu pouvais choisir qu'est-ce que tu faisais faire à l'ours. Et en fait, l'ours pouvait danser la salsa, agresser, chanter, faire tout un tas de trucs. Et ils avaient créé, c'était avant l'IA, hein, donc c'était un travail colossal. Ils avaient créé des milliers de scénarios possibles. Et cette campagne avait fait un carton. Et à l'époque, je me cherchais un peu et j'avais la pub vraiment dans la tête. Et du coup, j'avais connecté sur Twitter avec Nicolas Mirguet. Et du coup, ça m'a un peu écarté, figure-toi, de la littérature, tout ça. Oui, c'est assez loin. Ouais. C'est assez loin. Et c'est vrai que cette campagne a été récompensée. Pourquoi je parle de Buzzman ? Parce que je crois que quand on regarde ton parcours, c'est ton dernier emploi salarié. Ah non, j'ai été salariée toute ma vie. Ah bon ? J'ai été salariée pendant 10 ans. Mais c'est vrai que j'ai bossé dans tellement de boîtes différentes. Alors, j'ai fait Buzzman. Après, j'étais en alternance chez Virgin. Okay. Donc ça, c'était effectivement ma dernière expérience en France avant ma peau de banane dont on parlera peut-être. Et après, du coup, j'ai bossé pendant 9 ans aux US. Du coup, j'étais pas dans un CDI classique. Hein. Les US, c'est des emplois un peu à la demande. En gros, tu peux être viré du jour au lendemain. Exactement. Tu peux être viré du jour au lendemain et tu peux aussi démissionner du jour au lendemain. Et du coup, j'ai bossé pour Volvic, Eric Kaiser, Daniel Crémieux et j'ai lancé une boîte qui s'appelle Emma et Chloé qui fait des bijoux en France. Et ensuite, je suis rentrée sans choisir. Je me suis fait débaucher pour un job aux US et ils ont changé d'avis pendant mes démarches de visa. Donc, je me suis retrouvée à 28 balais. Et là, je suis devenue directrice com chez Uply, le Innovation Lab de Geodis. Donc, je suis passée des bijoux au transport routier sans transition. Voilà, un parcours un peu atypique. C'est ça ta fameuse peau de banane ? Ma peau de banane, c'est que j'ai passé 8 ans aux US et j'ai eu une très belle opportunité d'emploi. En fait, le fameux contrat d'expat, donc un job sur mesure, un CEO qui t'adore et qui dit en fait crée ton poste, je veux juste te recruter dans ma boîte. Et les investisseurs ont changé d'avis pendant mes démarches de visa. Je pense que tu connais la marque parce que je sais que t'es souvent bien sapé. Saint-James, tu sais, c'est des marinières. Okay. J'adore cette marque. Ils font des très beaux pulls pour hommes. Et je rêvais de bosser là-bas. Et en fait, ils m'ont recruté et ils ont changé d'avis après avoir signé la promesse d'embauche. Et du coup, je me suis retrouvée sur le carreau. Ils ont changé d'avis sur toi ou bien ils ont changé leur plan par rapport aux États-Unis ? Changé leur plan. Ils ont changé. En fait, mon poste impliquait la création d'une business unit. Donc, en fait, j'étais liée à plus de 300 000 euros de frais sur une année. Et du coup, ils ont changé d'avis pendant le visa. Ils ont pris peur. Donc voilà, ça, c'est ma peau de banane. C'est que je me suis retrouvée à 28 ans en France avec un super réseau à New York, des super jobs. Et puis, tout d'un coup, j'ai un peu tout perdu. Mon mec était à New York, m'a dit en fait, si tu reviens pas, c'est mieux qu'on se sépare. Enfin, je me suis retrouvée, c'est ce qu'on appelle une bonne peau de banane. Et je me suis retrouvée du coup à 28 balais chez mes parents en plein été, en mois de juillet, à poster sur LinkedIn pour trouver un job.
Ah, tu nous fais le petit teasing. Mais attends, mais Géodis quand même. En rentrant des États-Unis, Géodis. Ouais, c'est le premier. Malheureusement, tu pouvais pas rentrer aux États-Unis, aller aux États-Unis en bus, malheureusement. Exactement. Et justement, j'ai pris ce job que j'ai trouvé sur LinkedIn. Donc en fait, premier en juillet 2019, je crois. Je commence à poster sur LinkedIn, à me faire un réseau parce qu'il fallait que je trouve un job très vite parce que j'avais quand même ma mère sur les côtes. Je vivais chez mes parents en bon Tanguy. Donc je me suis dit, faut vite que je trouve un taf. Et du coup, j'ai pris le premier taf que j'ai trouvé. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire j'ai changé complètement d'univers, j'ai changé de boulot puisque je me suis retrouvée directrice com alors que j'avais toujours fait du marketing et en plus du growth marketing, donc très actionnable, très que des chiffres. Et là, je me retrouve sur des missions d'image et en plus, j'ai choisi un manager avant de choisir un poste. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, mais ça s'est quand même bien passé. Alors, tu as raconté quoi sur LinkedIn à ce moment-là ? À ce moment-là, déjà, j'ai commencé à me recréer un réseau, puisqu'en France, moi, j'avais jamais travaillé en France depuis mon alternance. J'étais partie quand même 8 ans. Donc, j'ai repris contact, j'ai envoyé plein de candidatures spontanées, j'ai essayé de me faire un trou par moi-même, de créer des opportunités de job qui n'avaient pas encore lieu, parce qu'il fallait que je fasse tomber des jobs très vite. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, mais en fait, LinkedIn, c'est le seul réseau social où il y a un peu de contenu. Tu vois, moi, j'ai jamais trop aimé les réseaux sociaux. J'étais pas du tout Instagram. Je me suis lancée cette année sur Insta. Et j'aimais pas parce qu'en fait, j'apprenais rien. Et sur LinkedIn, je me dis, putain, il y a des trucs vraiment intéressants. Et dès que je commence à partager des choses, il y a des conversations qui se créent. Et au fur et à mesure, donc, je prends mon job de DIRCOM dans le transport routier. Et on a du mal, à l'époque, à faire baisser les coûts d'acquisition. Ça coûte très, très cher, en gros, de gagner un client. Quand je vois les coûts d'acquisition qui sont autour de 150 € par client gagné, je dis, mais les gars, il faudrait faire du contenu, il faudrait faire du partenariat et arrêter de tout claquer en pub. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à créer des strates de contenu. Donc, de base, j'ai rien effacé. Si tu vas sur mon LinkedIn il y a 3 ans, tu vas voir que je faisais la promotion de webinars dans le transport routier, que j'animais et tout. Et en fait, ça a tout de suite hyper bien marché. Hyper intéressant, mais juste, je suis hyper spécifique, mais qu'est-ce que tu avais à raconter à l'époque sur LinkedIn ? C'était quoi ton quotidien, des enseignements, des éléments de ton parcours tu racontais quoi ? J'avais pas franchi le pas du building public. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose que tes auditeurs doivent savoir. Tu as fait un excellent épisode avec Jonathan Noble que j'ai adoré. Ça vient pas tout de suite d'être à l'aise. Donc d'abord, tu commences dans ta zone de confort et puis progressivement, t'en sors et t'arrives dans ta zone d'apprentissage. Non, au début, je faisais des posts très chiants, très ronflants. J'ai cherché un appartement sur LinkedIn, j'ai cherché un job sur LinkedIn. J'ai fait la promotion d'articles un peu nazes sur LinkedIn. Je me suis cherchée, j'ai partagé les choses qui m'intéressaient. Et petit à petit, en fait, en me faisant un réseau, en allant commenter les publications des autres et puis en partageant en fait ce que je savais. Et souvent, on a le biais d'expert, on a l'impression que ce qu'on sait faire, tout le monde sait le faire. Et ça, c'est une énorme bêtise. Aujourd'hui, en fait, tu vois, un plombier qui documente comment déboucher un évier, potentiellement, ça peut devenir une star de YouTube parce que ton savoir a de la valeur. Et du coup, j'ai commencé à partager sur le growth marketing. Et là, j'ai eu vraiment de la chance parce qu'il y a souvent un effet de chance aussi sur les réseaux. En France, personne ne parlait de growth et moi, en fait, j'avais fait ça pendant 10 ans. Donc, je suis arrivée avec un effet de nouveauté en parlant de partenariat, d'inbound, de personal branding et d'influence à l'époque où personne n'en parlait trop. Et donc, avec tes webinars et ta stratégie de contenu pour Géodis, tu as réussi à faire baisser le coût d'acquise ? J'ai réussi à faire baisser le coût d'acquise et je leur avais aussi conseillé à l'époque pas mal de choses, comme par exemple faire un podcast. Ce à quoi c'est l'effet CDI, tu vois, ça marchera jamais, mais non, mais t'as trop d'idées à la fois. Et en fait, moi, j'avais le mindset growth, c'est-à-dire on teste des choses et on ramasse ce qui fonctionne et on arrête ce qui marche pas. Et en fait, quand tu bosses en CDI, t'as un marronnier, c'est des actions prévues à 3 mois. Même en fait, si tu t'es planté, tu peux plus faire marche arrière. Tu dois tout faire valider, j'imagine. C'est trop dommage. Et franchement... J'étais hyper bien, l'équipe était du tonnerre, le produit, je pense que j'aurais pu on aurait pu faire quelque chose de très bien, mais très rapidement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, j'ai eu l'effet grand groupe, et en fait, il y a des tas de gens brillants qui n'arrivent rien à faire dans les grands groupes, et je me suis retrouvée dans cette situation on m'a dit, Caroline, tu peux pas tout faire à la fois, faut choisir, et c'était un projet tous les 6 mois, et en fait, au bout d'un moment, j'ai stagné, au bout de 20 minutes. Donc, tu as quitté Géodis ? Ouais, dès que j'ai signé mon appart, en fait, je voulais vraiment
Je voulais pouvoir m'acheter un appartement, m'acheter la paix des ménages avec tu ma t'es mère. servi de ton CDI pour avoir un crédit. Exactement. Dès que tu l'as eu, Dès que je l'ai eu, j'ai lancé Richmaker parce qu'en fait, je passais mon temps au téléphone à créer des partenariats entre mes potes. En fait, j'ai toujours, avant d'aimer les réseaux sociaux, moi j'aime les humains, donc j'ai toujours été hyper connectée. J'ai toujours été, tu vois, en soirée, je vais parler à tout le monde, je suis jamais avec la même personne. J'aime pas les effets de groupe, donc je vais facilement créer des conversations profondes, individuelles avec les gens. Et très vite, je me suis reconstitué un réseau, passé mon temps au téléphone à dire mais pourquoi t'as pas parlé à un tel, mais pourquoi et du coup, je me suis dit je vais créer un algo qui crée des partenariats entre les boîtes. Bon, maintenant, entre les créateurs, j'ai pivoté. Mais du coup, ça, c'était ma première structure. Et j'ai co-construit tout ça en public. Parce qu'au début, je cherchais à me faire inviter dans les médias. Et en fait, rapidement, je me suis dit, Caroline, t'es personne. T'as pas levé des fonds. Ta boîte, elle a 10 clients. N'attends pas qu'on t'invite. En fait, crée ton propre média. Ouais, donc t'es jamais passé dans un média tradi avant ça? À l'époque, j'ai eu la newsletter du Petit Web. Ouais, Lief Petit. Exactement, et je la remercierai jamais assez. Je lui ai envoyé une longue lettre quand elle m'a fait un tout petit encart sur sa newsletter, où en plus mon nom a été écorché. On me confond toujours avec Caroline Vigneault, l'humoriste, mais c'est une très belle comparaison, honnêtement. Mais du coup, imagine que moi, je voulais l'encadrer et le mettre dans le salon de mes parents, et en fait, c'était malgré tout pas mon vrai nom de famille. En tout cas, c'est le mieux que j'ai eu, et encore merci à elle. Et en fait, ce qui a vraiment marché pour moi, c'est de me dire, en fait, au lieu d'attendre qu'on m'invite, j'ai inversé le rapport de force. Moi, j'ai invité les autres. Et en fait, l'audience est venue avec la récurrence, avec la régularité. Donc, tu as créé ton propre média. Tu es devenu ton propre média. Et en premier lieu sur LinkedIn, donc. Exactement. En fait, aujourd'hui, ma marque média s'appuie sur plusieurs piliers. Et effectivement, la première marche pour moi, ça a été LinkedIn. Après, il y a eu Clubhouse. Ça fait sourire, mais il n'y a aucun réseau social. Il n'y a aucun réseau. Déjà, si t'aimes la tech, c'est un bijou technologique, cette app. Donc, je fais partie des gens qui se mettent en colère quand un bon produit ne marche pas. Ils ont eu un problème de masse critique, mais pour moi, c'est un bijou, c'est un joyau. Puis après, il y a eu le podcast. C'est vrai que tu étais beaucoup sur Clubhouse. C'est grâce à Clubhouse que j'ai lancé mon podcast. J'aurais jamais osé prétendre avoir des choses à dire si j'avais pas fait 300 rooms sur Clubhouse. Donc Richmaker, qui est une solution qui existe encore, donc tout à fait. Qui met en relation des créateurs de contenu entre eux, c'est ça, des Exactement. Ouais, tu nous racontes un peu le principe aux créateurs de contenu qui nous écoutent, ce que potentiellement ça peut leur apporter. Richmaker, j'ai complètement automatisé. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est ce qui me permet de lancer des boîtes. C'est qu'en fait, je les lance, je les crash test, après je les staff, et l'idée c'est d'aller à l'étape d'après. Le marché du partenariat, c'est un petit marché, mais aujourd'hui, tous ceux qui ont un peu craqué le game sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui collaborent. Et il y a un peu un étau d'étranglement parce qu'aujourd'hui, finalement, chez les créateurs, c'est pas si facile que ça de se rencontrer. Tu commences à avoir les premiers masterminds, mais il y a 3 ans, quand j'ai lancé Richmaker, c'était si t'avais pas 20 000 balles à l'année à mettre dans un mastermind, c'était compliqué de te faire un réseau. Et puis, sinon, il y avait le côté, tu slides dans les DM, mais bon, tu mets quand même du temps. Et au final, c'est quand même des décisions qui sont drivées par l'affect. C'est genre, en fait, je m'entends du feu de Dieu avec un tel, donc il y a certainement un truc à faire ensemble. Ça, c'est le cauchemar sur LinkedIn. Il y a certainement une synergie. En fait, ça veut rien dire. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un algo où tu vas dire, ok, mon audience, elle se situe sur telle industrie, elle a de tel âge à tel âge, elle est plutôt féminine, masculine, et en fait les canaux qui m'intéressent, c'est ça, ça et ça. Et en fait le match se crée comme sur Tinder à partir de tes objectifs. Et je pense qu'on gagne des années de vie en partenariat quand on remet la data au centre des décisions. Donc j'ai créé ce petit algo. Aujourd'hui, c'est une marketplace complètement automatisée. C'est un peu le Tinder des créateurs. Et je pense que prévision... Combien ça coûte ? 39 € par mois. Okay. Donc tu vois, et l'idée c'est que c'est sans engagement. Il y a plein d'utilisateurs qui viennent un mois, ils trouvent 3 partenariats, 3 mois plus tard ils reviennent. J'aime bien ce côté, tu vois, self-service. C'est pas un club business, c'est un endroit où tu te dis, ok, là maintenant, avec qui c'est malin de collaborer pour aller à l'étape d'après. Et tu vas beaucoup plus vite qu'en allant chercher sur LinkedIn, en allant slider dans les DM, parce que c'est que des gens qui se sont inscrits pour faire des rencontres. Tu as un peu plus de 100 000 abonnés sur LinkedIn. Tu fais partie des top voice de la plateforme. Comment on atteint ce niveau-là ? Déjà, je pense que la première chose, c'est pour être top voice sur LinkedIn, avant d'aimer les réseaux, il faut avoir une expertise. Et souvent, j'ai l'impression que dans l'influence, là où j'ai le plus de mal à accompagner les créateurs, c'est ceux qui ont plus envie d'être influenceurs que de partager leurs connaissances. Moi, j'ai commencé par parler de partenariat.
J'ai même parlé de transport routier, maintenant tu connais mes casseroles. J'ai même parlé d'immobilier. J'ai commencé par parler en fait de ce que je savais vraiment faire, le partenariat. Après, via le partenariat, j'ai commencé à avoir de l'audience, de la crédibilité. Je me suis dit, ok, je vais aller un petit peu plus général. Donc je suis passée sur le growth marketing. Après du growth marketing, je suis passée à l'entrepreneuriat. Maintenant, parfois, je suis limite sur du développement personnel. Tu vois, dans ma façon, je parle aussi de gestion des émotions, je parle vraiment du monde du travail en général. Et je pense que ça, c'est un premier conseil qu'on peut donner aux auditeurs sur le positionnement. Souvent, on fait l'exercice à l'envers. On se dit, je commence par parler un peu de tout et rien, je fais du contenu très lifestyle, très généraliste. En fait, la stratégie taboulée, j'appelle ça. Tu mets un peu à boire et à manger, tu mets tout ce que tu as dans ton frigo, au final, ça parle à personne. Tout le monde a plus ou moins quand même une expertise dans des sujets spécifiques, mais tout le monde n'a pas cette capacité à structurer son expertise et savoir comment la livrer à une audience. Tu as l'impression que ton expertise, tu l'as, elle est induite, tu l'as en toi. Et en fait, c'est limite un boulot peut-être de prof, quoi, tu vois, ou de pouvoir partager une expertise, une connaissance de manière structurée, compréhensible, intelligible. Ça, c'est pas donné à tout le monde non plus. Ça s'apprend. Honnêtement, moi, je suis hyper active. Je vais à 200 à l'heure, je parle trop vite, je pense trop. J'ai réussi à ordonner tout ça. Donc, en fait, la pratique et au-delà de la pratique, la discipline. Ça, c'est important aussi. Mais en fait, plus tu vas tester des choses, plus tu vas comprendre les formats qui sont les meilleurs pour toi. Tu vois, si je m'étais lancée avec un podcast, je peux te dire que tu n'aurais jamais entendu parler de moi. Moi, j'ai commencé par l'écrit. C'était ma zone de confort. En fait, l'écrit m'a amené vers l'audio, Clubhouse, après le podcast, et en fait l'audio m'a amené vers la vidéo. Je peux te dire que si on m'avait mis cache devant une caméra, j'aurais pas eu grand chose à dire, je pense que j'aurais bégayé. Mais je suis allée en fait petit à petit, je suis allée de ma zone de confort à ma zone d'apprentissage, et du coup commencer dans le format dans lequel vous êtes meilleur. Si tu as une belle plume, commence par l'écrit, même si tu te dis ah mais tout le monde dit que la vidéo c'est la tendance de l'année. Faites vraiment quelque chose dans lequel au début vous vous sentez bien, vous vous sentez briller, vous vous sentez libre, et petit à petit vous passerez les étapes. La zone de génie, comme on l'appelle. Ça décomplexe de savoir qu'il n'y a personne qui naît en ayant de l'aura, en ayant du charisme. Ça vient avec la confiance. Et la confiance, ça vient avec la reconnaissance. Et la reconnaissance, ça vient avec la discipline.